Elle deviendra une légende. Elle a réinventé le théâtre. Elle est le premier phénomène mondial. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Pour elle, on invente le terme « monstre sacré ». Elle a performé devant des dizaines de millions de spectateurs éblouis. Elle était la divine. Elle est une légende. Vous savez, je serai quand même Sarah Bernard. Il y a 100 ans s'éteignait la plus grande artiste de son époque, Sarah Bernard. Pendant près de 60 ans, elle soulève les foules et aucun critique ose la comparer à qui que ce soit. Elle était unique, elle était Sarah Bernard. Épisode 1. Elle sera quand même Sarah Bernard. C'est dans un Paris loin d'être ce qu'il est aujourd'hui que Sarah Bernard naît non officiellement le 22 octobre 1844. Son acte de naissance ayant brûlé dans l'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris en 1871, on n'a aucune certitude sur sa réelle date d'anniversaire. Au cours de cet incendie, probablement criminel, c'est plus de 12 000 documents qui partent en fumée. Au cours de sa vie, Bernard va donner plusieurs dates et années, dont 1841 et 1843, qui sont revenues le plus souvent. La date du 25 octobre 1844 est celle qui a été établie en janvier 1914 lorsqu'elle reçoit la Légion d'honneur française. On peut croire qu'elle aurait changé son année de naissance pour se rajeunir, chose qui était très courante à l'époque. Sarah Bernard naît donc à Paris quelque part entre 1840 et 1845 dans une famille qui n'est pas n'importe laquelle. Paris, à l'approche de la moitié du 19e siècle, n'est pas aussi romantique qu'aujourd'hui. Au centre de Paris, la classe ouvrière s'entasse dans des immeubles miteux et peine à se nourrir. Cette proximité est un foyer important d'épidémies à travers la ville. Des maladies comme le choléra et la peste ont pas de misère à se répandre à une vitesse folle. La famille Bernard est loin de vivre la misère que peut vivre le peuple français. C'est une famille bien riche, bien placée en société qui compte dans leur entourage des gens influents. Ces contacts privilégiés sont amenés par le travail de la mère de Sarah, Judith, qui est une courtisane. Judith Bernard est une Hollandaise née au début des années 1820. Elle serait la plus jeune d'une famille de 5 filles et d'un garçon. Après la mort de sa mère et le second mariage du père, Judith va suivre 2 de ses sœurs aînées à Londres, en Angleterre. Mais les 3 sœurs vont rapidement s'ennuyer dans un pays où elles ne parlent pas la langue et vont regagner la France quelque part vers 1840. C'est à leur retour dans leur pays d'origine que Judith va devenir modiste, un mot qui à l'époque veut dire mannequin dans les boutiques, avant de devenir courtisane comme quelques-unes de ses sœurs. Pour ceux qui sont moins familiers avec les courtisanes, on pourrait dire que c'est des prostituées de luxe. Les services sexuels sont pas toujours la principale source de revenus pour les courtisanes par contre. Elles sont souvent appelées pour être au bras d'hommes célibataires lors de soirées très mondaines. Judith devient alors l'une de ces courtisanes les plus prisées de Paris. Au cours de sa vie, elle va d'ailleurs être la maîtresse de plusieurs hommes connus comme le compositeur italien Rossini, mais aussi Alexandre Dumas père. Elle va aussi fréquenter la famille de Napoléon III et devenir la maîtresse de prédilection de son demi-frère.
Sarah Bernard décrit sa mère dans son autobiographie Ma double vie comme étant une vraie star de la vie mondaine. Une chevelure dorée magnifique et des yeux aux cils très longs qui pourraient faire tomber les plus grands dictateurs. Elle la décrit vraiment comme une madone. Avant la naissance de Sarah, Judith aurait accouché de 2 jumelles en 1843. Des jumelles qui seraient décédées quelques semaines après leur naissance d'une façon qui reste assez mystérieuse. Si on se fie à la version donnée en 1914, c'est l'année suivante, en 1844, que serait née Sarah, toujours d'un père inconnu. À la naissance de Bernard, elle aurait déjà une sœur, Jeanne Rosine, née quelque part au début des années 1840. Après Sarah, Judith donnera naissance à une autre fille, Regina. L'identité du père de la future première star internationale alimente depuis presque 200 ans les rumeurs. Dans son livre Ma double vie, Bernard en parle quand même souvent, mais toujours de façon assez floue. C'est à se demander si elle-même savait son identité. Elle dit qu'il était issu d'une famille très riche, que toute son enfance, il a payé son éducation et assuré à sa famille une vie bien au-dessus de la classe ouvrière. L'actrice de théâtre le décrit aussi comme un homme imposant et courageux traversant les océans à la conquête de nouvelles aventures. Toujours dans ses mémoires, elle affirme qu'il est décédé à Pisa pendant l'un de ses voyages. Pour terminer sur le mystère de son père, elle le dépeint vraiment comme un grand homme, d'une tendresse infinie, très généreux. Elle décrit sa personnalité, mais donne jamais la moindre idée de son apparence. C'est quand même étrange. On peut se demander si, dans la mesure où elle-même ne connaissait pas son père, si Sarah Bernard ne s'est pas inventé un propre père. Un homme qu'elle aurait créé de toutes pièces afin de combler un certain manque. Vous comprenez un peu dans quel genre de milieu Sarah Bernard voit le jour. Une famille très riche grâce ou non à son père dont on ne connaît pas l'identité. Chose sûre et certaine, avec les contacts que possédaient Judith et ses sœurs, elles devaient gagner assez bien leur vie. J'imagine que ça devait être assez payant d'être courtisane dans les milieux de la haute classe. La famille Bernard ne vit pas dans les immeubles où les ouvriers sont entassés par dizaines. Les Bernard vivent à l'extérieur du centre de Paris, dans des appartements luxueux où poussent des fleurs de toutes les couleurs et où il fait bon vivre quand on est riche. Dans son autobiographie, Sarah Bernard explique garder des souvenirs très flous de sa jeune enfance. Elle se souvient avoir souffert de l'absence de sa mère, un manque qui va profondément la marquer et qui lui laisse des souvenirs très froids de solitude. Judith, à cause de sa profession de courtisane, ne peut pas se permettre d'être toujours aux côtés de ses filles, qui sont confiées à des nounous. Les rares moments où Judith est présente, Sarah ressent très clairement le favoritisme envers Jeanne Rosine, la plus vieille. Pendant les premières années de sa vie, Sarah sera gardée chez ses tantes, elles aussi courtisanes. Ses tantes ne sont pas plus présentes que Judith. Elles laissent régulièrement la jeune fille à des servantes et nounous. À l'âge de 8 ans, Sarah Bernard est confiée à une nourrice qui va beaucoup la marquer par sa tendresse et son amour. Elle explique avoir vécu cette époque comme un vrai abandon non seulement de sa mère, mais aussi de toutes ses tantes qui ne tiennent pas leur promesse de venir la chercher. Heureusement pour la fillette, elle va très bien vivre chez sa nounou d'origine bretonne. Elle vit à Quimperlé, justement en Bretagne, dans une charmante petite maison blanche entourée de giroflées sauvages. Cette nounou avait perdu son seul enfant quelques années auparavant et avait beaucoup d'amour à donner à la jeune Sarah. C'est dans cet environnement charmant que Sarah se souvient d'un incident qui a bouleversé sa mère, mais aussi toute sa famille. Elle serait tombée dans un petit feu alors que sa nounou était absente. Elle se rappelle du désespoir non seulement de sa famille, de sa nounou, mais de tout un village. Elle raconte l'arrivée de sa mère et ses tantes en vitesse alors qu'elle est soignée au masque de beurre. Un remède, entre guillemets, qui permettrait de soigner les brûlures à l'époque. La brave femme m'avait installée dans ma chaise haute. Elle eut soin de mettre la cheville de bois qui tenait devant moi, la tablette étroite sur laquelle elle posa de menus jouets. Elle jeta le sarment dans la cheminée et me dit en breton
Jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'ai compris que le breton. Tu seras sage, fleur de lait ? C'est le seul nom auquel je répondais alors. Si Bernard se souvient de cet incident, c'est peut-être parce qu'il mène à un changement majeur dans sa vie. Judith fait déménager la nounou à Paris. Judith avait estimé que si un nouvel événement du genre venait à arriver, elle serait beaucoup plus proche afin d'intervenir. Après le déménagement, Judith repart pour de nouvelles aventures. Elle va tout de même prendre contact plus souvent avec sa fille, lui écrivant un bon nombre de lettres, mais aussi en lui envoyant des bonbons, des jouets et parfois même de l'argent supplémentaire. Si la nounou de Bernard est en mesure de lui donner beaucoup d'amour, elle est malheureusement pas en mesure de lui donner une grande éducation. À l'approche de ses 9 ans, Sarah ne sait ni lire, ni écrire et ni calculer comme devrait le faire un enfant de sa classe sociale. Constatant que Sarah n'est pas très éduquée, sa mère va prendre la décision de l'inscrire à la pension de Madame Fressard, une pension pour jeunes filles très réputée au début des années 1850. C'est avec beaucoup de chagrin que Sarah va dire adieu à sa nounou bretonne. Sarah, accompagnée de sa mère Judith, arrive devant cette immense bâtisse très froide. Une pension qui de l'extérieur est loin d'être accueillante. Son entrée est entourée d'une grille foncée où quelques buissons mal taillés s'entremêlent. En voyant où l'emmène sa mère, Sarah se met à pleurer à chaudes larmes. Dans Ma double vie, elle explique que, comme première impression, la pension de Madame Fressard avait l'air d'une prison pour enfants. Rien de très accueillant en effet. Après avoir traversé la clôture grise foncée, elle va rencontrer Madame Fressard qui les accueille, à la grande surprise de Sarah, de façon très chaleureuse. La directrice de la pension est une femme à l'allure agréable, comme l'écrit Bernard, qui pose beaucoup de questions à Judith. Lorsqu'elle se retourne vers Sarah, Madame Fressard lui pose aussi beaucoup de questions, mais peut-être intimidée par le lieu, elle refuse de répondre et se contente de se cacher dans la robe de sa mère. Sarah va passer 2 ans dans cette pension. 2 ans durant lesquels elle est très heureuse, mais surtout où elle apprend à compter, à écrire et à calculer. À la pension, c'est aussi la première fois que Bernard se rend compte de la différence entre les milieux sociaux. Elle comprend très rapidement que les produits que lui envoie sa mère ne sont pas courants chez ses camarades et sont même considérés comme des produits de luxe par plusieurs. Des cadeaux que lui font ses tantes et sa mère qui attirent sûrement beaucoup de jalousie de la part de ses camarades. D'ailleurs, Judith avait cru que grâce à son statut social privilégié et avec une somme d'argent supplémentaire donnée à la pension, Sarah aurait droit à un traitement de faveur. Dans Ma double vie, Sarah écrit que ces sommes d'argent données n'ont pas servi à lui faire un traitement de faveur, bien au contraire. Elle était sur le même pied d'égalité que ses camarades. Judith espérait que sa fille puisse avoir des draps blancs de satin lavés plusieurs fois par semaine et un menu préparé uniquement pour sa fille. Sarah avait le droit à la purée habituelle, aux légumes trop ou pas assez cuits et au lavage de draps 1 fois par mois. Pas de traitement de faveur pour la jeune Sarah Bernard, déjà que Madame Fressard lui permettait de garder ses produits de luxe uniquement pour elle, faut pas exagérer. À cette époque, Sarah est une fille enjouée et pleine d'énergie qui déjà aime s'inventer des histoires puis les mettre en scène. Chez Madame Fressard, elle est en contact pour la première fois avec le théâtre aussi. Très souvent, la pension reçoit la visite de Stella Callas, l'une des actrices de théâtre de renom de l'époque. Callas vient lire des poèmes aux jeunes filles de longues heures régulièrement afin de les initier à l'art de l'écriture. Sarah ne comprend absolument rien à ce que récite l'actrice, mais elle est envoûtée. Elle se laisse transporter par les mots, les prononciations et les petits récits de ses poèmes. Le soir venu, elle tente de faire comme Stella Callas. Elle refait les gestes de l'actrice et tente d'avoir la même prononciation parfaite. Un passe-temps nocturne qui lui attire certaines moqueries des autres jeunes filles de la pension. Sarah n'hésite pas à se défendre, preuve d'un caractère déjà bien trempé. Est-ce que déjà à 10 ans, Sarah Bernard rêvait de grandes scènes, de pièces de théâtre dramatiques et de célébrités? C'est dur à affirmer, puisqu'elle n'avait probablement pas conscience de tout ce que ce métier pouvait apporter.
Mais cette époque très heureuse à la pension de Madame Fressard devait prendre fin, contre le gré de la jeune fille. Après 2 ans, l'une de ses tantes vient la chercher en véritable coup de vent pour la transférer dans un nouvel établissement, sous ordre de son père supposément. Lorsque la tante de Sarah arrive à la pension, la jeune fille ne comprend pas. On lui explique qu'elle doit le plus rapidement possible faire ses valises et suivre sa tante. Sarah comprend qu'elle ne reviendra pas à la pension, qu'elle ne retrouvera pas sa petite chambre bien simple à laquelle elle avait fini par s'attacher. Alors qu'elle ferme sa dernière valise, elle se met à argumenter avec sa tante, mais aussi avec Madame Fressard. Elle ne veut pas partir de l'établissement. Elle y est heureuse et hors de question de quitter définitivement. D'autant plus que, sans la consulter et sans son accord, sa famille avait décidé de son avenir. Même si elle est très jeune à ce moment-là, déjà elle déteste qu'on prenne des décisions pour elle, et par-dessus tout, elle déteste qu'on l'oblige à faire une action contre sa volonté. Sarah, dans sa petite chambre de pension, va se mettre dans une colère horrible. Du haut de ses 10 ans, elle crie, elle hurle, elle ne partira pas de chez Madame Fressard. Au bout de 2 longues heures de cris et de lutte, Sarah, à bout de force, va finalement suivre sa tante Rosine et quitter pour toujours l'établissement. En quittant, elle regarde s'éloigner la pension et lui dit ses derniers adieux. En retrouvant la maison familiale, Sarah tombe malade, probablement vidée d'énergie après avoir lourdement lutté. Pendant 3 jours, elle va rester fiévreuse. Au cours de ces 3 jours, où son état ne semble pas vouloir s'améliorer, elle va recevoir régulièrement la visite de son père. C'est ce qu'elle écrit dans ses mémoires, sans jamais décrire et ajouter des détails concernant l'homme. Selon Sarah, il s'occupe d'elle, lui apporte certains remèdes et lui amène de la nourriture réconfortante. Sarah rencontre aussi pour la première fois une personnalité du milieu des arts, soit le compositeur italien Rossini. On ne sait pas trop pourquoi Rossini était chez les Bernard, mais on suppose que Judith en était pour beaucoup. Lorsque son état s'améliore, on s'empresse de l'emmener à Grandchamp, où l'attend son nouvel environnement, celui du couvent de Grandchamp. Avant de faire son entrée dans le couvent, Bernard explique avoir vu pour la dernière fois son père. Il lui avait demandé d'être sage, de faire ce qu'elle devait faire et de ne pas se laisser aller à des crises inutiles. Il s'était longuement enlacé avant que son père ne quitte pour ce qui devait être sa dernière aventure. Il s'était assis sur un vieux banc et me tenait sur ses genoux. Ma tête appuyée sur sa poitrine, j'écoutais et je pleurais, silencieuse et troublée. Mon pauvre papa, je ne devais plus le revoir. Jamais, jamais. Quand Sarah arrive devant le couvent de Grandchamp avec ses tantes, elle est encore endormie mais surtout confuse. Elle se retrouve devant une résidence très simple, avec un pavé rond au gazon mal taillé qui pousse de façon inégale partout. Devant elle, un mur immense avec une arche bien simple, une arche qui possède une grande croix à son sommet. Comme pour la pension de Madame Fressard, l'endroit n'a rien d'accueillant. Autour d'elle se hisse un grand bois qui ne laisse pas supposer que Versailles gigote derrière. Lorsqu'on la fait entrer à l'intérieur, Sarah est prise de peur. Elle se met à crier. Est-ce que c'est les nombreux signes religieux à l'entrée du couvent qui l'effraient? Sarah Bernard elle-même ne saurait l'expliquer. Elle a ressenti une grande peur, point. Ses tantes n'arrivent pas à calmer la jeune fille qui continue de crier d'effroi. Ses cris ont attiré l'attention et à travers les fenêtres, on peut voir quelques enfants curieux à l'intérieur. C'est finalement Mère Sainte-Sophie, la mère supérieure, qui va venir à bout de calmer Sarah grâce à sa présence apaisante et les mots de réconfort de la religieuse. Après une visite très austère du couvent qui abrite de grandes pièces froides, Sarah accepte à contre-cœur d'y entrer. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Sa famille en a décidé ainsi. Mais tout comme à sa précédente pension, elle va se prendre d'affection pour sa nouvelle résidence. Elle aime marcher à travers le grand bois, parfois sans permission, afin de se reposer et de se changer les idées. Étant situé en plein milieu du bois, le couvent de Grandchamp donne l'occasion d'apprendre les bases de la plantation de fleurs, mais aussi de légumes et de petits fruits sauvages. Des leçons que Sarah aime particulièrement, tandis qu'elle délaisse peu à peu les matières scolaires.
Sarah se découvre une passion énorme pour les animaux et les insectes. Au départ, elle se contente d'observer les couleuvres, les vers de terre, les petits lézards et toutes les petites bestioles qu'elle rencontre entre deux arbres. Très vite, elle va vouloir les garder. Elle amène avec elle de petites boîtes qu'elle trouve à travers le couvent et enferme ses petits compagnons sauvages. Elle essaie de communiquer avec eux, mais en vain, bien évidemment. Elle voue un amour particulier pour les araignées. Elle en trouve parfois de très grosses, des insectes qui font souvent peur à ses camarades, mais pas à Sarah. Elle se fait fabriquer par le menuisier du couvent une boîte vitrée où elle peut regarder les araignées tisser lentement leur toile. C'est autour de 1856-1858 qu'elle fait ses premières expériences sur les planches. C'était souvent à l'occasion de journées bien spéciales où le couvent recevait des dignitaires de l'Église. Il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ses premières montées sur scène, mais elle reçoit des critiques élogieuses des sœurs, mais aussi des invités. Pour le moment, Sarah Bernard n'est pas attirée par la scène, loin de là. À Grand-Champ, elle se découvre un intérêt très fort pour la religion catholique. En 1858, elle est décidée à entrer chez les sœurs. Sarah ne connaît pas très bien l'histoire de la religion, mais elle est attirée par la vie de couvent. Elle se voit très bien passer ses journées à contempler l'horizon, à réconforter les autres, mais aussi à éduquer les plus jeunes. Jusqu'en 1858-1859, elle cultive cette idée de rentrer en religion, au grand désarroi de sa famille qui espérait que Sarah ferait autre chose, de moins ennuyante quand même. La vie claustrale est une vie pour tous. Qu'en soit 100, qu'en soit 1000, on vit une vie qui pour toutes est la même et unique vie. Les bruits du dehors se brisent sur la lourde porte du cloître. L'ambition consiste à chanter plus haut que les hôtes à vêpres, à prendre un peu plus de bain, à tenir le bout de la table, à être au tableau d'honneur. Dans ces dernières semaines au couvent, il va se passer plusieurs incidents qui vont faire en sorte que Sarah va partir. Pour commencer, elle se rend compte qu'elle est en conflit idéologique avec les principes du catholicisme. Sarah, déjà très jeune, avait une pensée très libre, une vision de l'amour peu commune à l'époque. Ce qui veut dire qu'elle comprend qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes dans sa vie sans être une mauvaise personne. Elle a une vision très libertine de l'amour. L'environnement dans lequel elle a grandi et surtout les activités de courtisane de sa mère mais aussi de ses tantes ont contribué à ses pensées loin d'être normales à l'époque, j'en suis sûr. Deux événements vont marquer les derniers moments de Sarah Bernard au couvent de Grand-Champ. Le premier en est un qui a étonné et laissé sans mots les religieuses. Pendant plusieurs jours, Sarah a gardé un petit lézard avec elle, qui était devenu son animal de compagnie. Ce petit lézard va finir par mourir et la future actrice va prendre la décision de lui organiser des funérailles. Mais dans un cadre très sérieux, ce n'est pas une blague, ce sont de vraies funérailles. Sarah y invite ses amis et certaines religieuses qui sont bouche bée devant toute cette organisation, normalement pas réservée aux animaux. Sarah se fera sévèrement réprimander pour cet événement. Le second, qui lui fait prendre la décision de quitter le couvent sans lui faire oublier ses envies de devenir religieuse, se produit durant un jour de fête. Autour du couvent, une dizaine de soldats paradaient tandis que les religieuses et les jeunes résidentes du couvent les regardaient à l'extérieur. Sarah va retrouver un shako, une casquette de militaire. Elle va se mettre à jouer avec le shako, ce qui amuse ses camarades. Mais à un certain moment, le soldat qui avait perdu sa casquette va entrer dans le couvent, ce qui va causer tout un émoi auprès des sœurs. Un homme, un militaire, a traversé les murs du couvent sans permission. L'une des religieuses va prendre les devants et demander au militaire ce qu'il peut bien vouloir. Sarah va entendre entre les branches la conversation et va comprendre qu'elle a ce que cherche l'homme. Elle va monter sur l'un des demi-murs de la cour, mettre le shako sur sa tête et faire toute une comédie. Elle va faire un sacré vacarme quand même, ce qui va attirer l'attention du militaire qui va demander à la jeune fille de lui redonner son bien.
Sarah refuse de lui rendre et va s'ensuivre une folle poursuite à travers la cour du couvent entre la jeune fille et le militaire. Au bout de plusieurs minutes de course, elle va finalement rendre le shako au militaire qui, en colère, va repartir. Cette farce va avoir causé la colère des sœurs qui vont demander par la suite à la famille de Bernard de venir la récupérer. Malheureusement pour les religieuses, elles vont devoir endurer Sarah encore quelques jours, puisqu'elle contracte une pleurésie, une violente inflammation des poumons. Le médecin qui l'avait observée avait déconseillé le déménagement de la jeune fille. Même que dans ma double vie, Bernard affirme avoir été entre la vie et la mort. Est-ce qu'elle en a ajouté un peu? Peut-être. Au bout de quelques jours, Sarah retrouve une santé qui lui permet de boucler ses valises et de quitter le couvent de Grandchamp. Toute sa vie, elle gardera un doux souvenir de cet endroit qui lui avait semblé si froid et austère à son arrivée. Elle se souviendra de la tendresse de la Mère supérieure, Mère Sainte Sophie, qui, quelques années plus tard, décédera après plusieurs souffrances. Sa mort laissera Bernard en deuil. Elle se souviendra d'un endroit calme où elle a beaucoup grandi, où elle fit aussi ses premières expériences scéniques alors que son imagination se développait plus que jamais. En 1859, Sarah regagne la demeure familiale. Elle y apprend que son père est décédé à Pisa d'une façon que Judith n'ose pas expliquer. Sarah ne saura jamais comment son père a trouvé la mort. À la suite de cette nouvelle, elle est dévastée. Cet homme qu'elle a si peu connu, mais qui lui laisse un souvenir indélébile de tendresse et de bonté. À presque 20 ans, l'avenir de Sarah Bernard est flou. Elle veut devenir une sœur. Elle désire être une mystique. L'entourage de Bernard, en désaccord avec cette idée complètement folle pour une jeune femme, est sur le point de prendre une décision. Une décision qui va écrire l'histoire, car elle sera quand même Sarah Bernard.